Cette petite boule au ventre le dimanche soir, juste à l'idée de retourner au bureau. Ça parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 10 signes qui peuvent indiquer qu'un lieu de travail est devenu toxique. Et surtout, pourquoi il est crucial de ne pas ignorer ce sentiment. Ah, ce fameux sentiment, ce petit malaise en passant la porte du bureau le matin. On se demande souvent si le problème vient de nous, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart du temps, la réponse est non. Elle se trouve plutôt dans l'environnement lui-même. Ok, mais alors, c'est quoi exactement un environnement de travail toxique? Mettons les choses au clair. C'est tout simplement un endroit où des dynamiques négatives, parfois très subtiles, parfois carrément flagrantes, finissent par grignoter le bien-être et la productivité de tout le monde. Bon, maintenant qu'on a la définition, comment on repère ça concrètement? Les premiers indices, ils sont souvent là, juste sous notre nez, dans la façon dont les gens se parlent, ou ne se parlent pas. C'est dans ces interactions de tous les jours que la toxicité se révèle. Allez, premier signe, et c'est un grand classique, la communication qui rame. Quand l'info ne passe pas, ou passe de travers, c'est un peu comme si les fondations de la maison se fissuraient. Le chaos n'est jamais bien loin. Imaginez la situation. Des décisions importantes sont prises, mais personne n'est au courant dans les équipes. On ne parle pas d'un petit oubli, c'est systématique. Le résultat, une confusion totale, de la frustration et surtout ce sentiment terrible de n'être qu'un pion. Et logiquement, quand la communication est aux abonnés absents, ça laisse la place à autre chose. Bien souvent, une ambiance de rivalité malsaine. Attention, la compétition saine, ça peut être super motivant, mais là on est dans une autre dimension. Là, on franchit un cap. On n'est plus dans le « j'ai pas eu l'info ». On est dans l'action nuisible. C'est cette mentalité du « pour que je réussisse, il faut que l'autre échoue ». Ça peut aller jusqu'au sabotage de projet. Et ça pulvérise littéralement la confiance et l'esprit d'équipe. Et bien sûr, ce climat de méfiance, c'est le terrain de jeu idéal pour le troisième signe. Les rumeurs, les ragots, le fameux gossip de la machine à café. Ça peut paraître anecdotique, mais quand les bruits de couloir prennent plus de place que le travail lui-même, c'est un vrai signal d'alarme. Toute l'énergie qui devrait aller dans les projets, eh bien elle part en fumée dans des discussions qui plombent le moral. C'est vraiment un poison qui s'infiltre lentement. Ok, on a vu les interactions entre collègues. Maintenant, levons un peu la tête et regardons du côté du management. Parce que oui, bien souvent, le problème vient d'en haut, c'est là que le stress peut vraiment prendre racine. Quatrième signe donc qui nous vient tout droit des managers, la micro-gestion. Vous savez, cette impression d'avoir quelqu'un constamment par-dessus son épaule, qui surveille le moindre fait et geste, comme si on était incapable de faire quoi que ce soit correctement tout seul. L'exemple typique, le manager qui veut relire chaque email avant envoi. Ce n'est pas de la rigueur, ça. C'est un message très clair, je ne te fais pas confiance. Et quand la confiance n'est pas là, adieu l'autonomie, adieu l'épanouissement. Toute prise d'initiative est anéantie avant même d'exister. Et ce manque de confiance, il débouche très souvent sur notre cinquième signe, la culture du blâme. C'est cet environnement où faire une erreur n'est pas vu comme une chance d'apprendre, mais comme une faute impardonnable qu'il faut sanctionner. Tout se joue dans la réaction à l'échec. Un projet plante? Est-ce qu'on cherche pourquoi ça a planté pour faire mieux? Ou est-ce qu'on cherche qui a fait planter le projet? Si le premier réflexe, c'est de trouver un coupable, ça installe un climat de peur. Et dans la peur, plus personne n'oserait. De la culture du blâme, la pente est glissante vers le sixième signe, qui est un vrai destructeur de morale, le favoritisme. Le favoritisme, c'est terrible. Quand on voit que les promos, les projets intéressants, tout ça, ce n'est pas pour les plus compétents, mais pour les amis du chef, ça crée un sentiment d'injustice énorme et ça démolit la motivation de tous les autres. Bien. Après la communication et le management, penchons-nous sur la culture d'entreprise au sens large. Comment l'atmosphère générale peut-elle petit à petit éteindre la flamme de l'engagement et bloquer toute perspective d'évolution? Septième signe, et celui-ci touche à quelque chose de très profond en nous, le manque de reconnaissance. C'est ce sentiment de se donner à fond, de faire des efforts et d'être totalement transparent. Parfois ça ne tient à rien, juste un merci, un beau travail. Mais quand même les gros succès ne sont jamais célébrés, on finit par se dire « franchement à quoi bon ?» Et ce sentiment de ne pas être valorisé, c'est un des plus puissants tue-l'amour au travail. Forcément, si les efforts ne sont pas reconnus, difficile de vouloir s'améliorer encore plus. Ce qui nous amène tout droit au huitième signe, le manque d'opportunités de développement professionnel, l'impression de faire du surplace. Un boulot, ça ne devrait jamais être une voie sans issue. Quand on demande à faire une formation pour monter en compétences et que la réponse est toujours non, le message de l'entreprise est limpide. Ton avenir chez nous, on s'en fiche un peu. Neuvième signe, un grand classique de la stagnation, la résistance au changement. On connaît tous cette phrase terrible, on a toujours fait comme ça. Quand ça devient le mantra d'entreprise, c'est la mort de toute innovation. Et c'est tellement frustrant. Des gens sur le terrain ont des super idées pour améliorer les choses. Ils les proposent et rien. Rejet systématique. Non seulement l'entreprise n'avance pas, mais les employés finissent pour se sentir totalement inutiles et par baisser les bras.
Alors, tous ces signes, un par un, ils sont déjà pénibles. Mais quand on les accumule, ils mènent à une conséquence quasi inévitable, et c'est la pire de toutes, l'épuisement. Voilà le vrai coût humain de la toxicité au travail. On ne parle pas juste d'une mauvaise passe ou d'un coup de fatigue, non, on parle d'un épuisement total, physique et mental, qui s'installe durablement. Et on arrive à notre 10e et dernier signe, qui est en fait la somme de tous les autres, le burn-out et les arrêts maladie à répétition. Quand le stress et l'épuisement deviennent la norme, les absences se multiplient. Ce n'est plus un signe avant-coureur, c'est la preuve que le système est en train de casser les gens. Ok, le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien la première étape, et elle est cruciale, c'est déjà de reconnaître ces signes, de mettre un nom sur ce malaise. Le plus important, c'est de ne pas subir en silence. Il y a en gros 3 pistes à explorer. D'abord, essayez d'en parler à la direction. Qui ne tente rien à rien, une prise de conscience est parfois possible. Deuxième piste, en parler avec des collègues de confiance, chercher des solutions ensemble pour rompre l'isolement. Et puis la troisième voie, si vraiment rien ne change, c'est d'avoir le courage de se protéger et de songer à partir. Et tout ça nous ramène à une question de fond, une question essentielle. Est-ce qu'un environnement de travail sain, c'est un luxe ou est-ce que c'est un droit fondamental? En apprenant à identifier ces signaux toxiques, on ne fait pas que se protéger soi-même. On participe aussi, à notre échelle, à faire bouger les lignes pour une culture du travail plus saine pour tout le monde. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y accorde. Merci d'avoir suivi cette analyse.